chante, ô déesse, l'aventure très merveilleuse d'Arion de Méthymne, le plus habile joueur de lyre de son temps, qui enchanta tous les habitants des villes qu'il parcourut, et qui, par la douceur de son chant, échappa à un funeste destin. Il venait de l'île de Lesbos, en mer Égée, mais c'est dans la cité de Corinthe aux murailles bien bâties qu'il acquit sa renommée. C'est le roi Périandre, fils de Cypsélos et maître de l'isthme, qui l'accueillit comme un hôte dans son palais. Le poète ravissait le roi et sa cour de son chant mélodieux et de ses vers délicats, tandis que Périandre le traitait en ami, lui prodiguant honneur et richesse, lui offrant de beaux vêtements et l'invitant à sa table, toujours garnie de mets délicieux. Chaque soir, le roi conviait les nobles à un riche banquet, où étaient servis les vins les plus rares et les viandes les plus succulentes. Et chaque soir, Arion charmait les invités et leurs hôtes d'un nouveau chant en s'accompagnant de sa lyre. C'était une lyre à 7 cordes, faite d'une carapace de tortue marine et de bois précieux. 2 cornes élancées enserraient entre leurs bras de fines cordes qui, à peine effleurées, produisaient les sons les plus mélodieux. De délicates incrustations d'argent et d'ivoire venaient encore rehausser la beauté de l'instrument, à tel point qu'on aurait pu le prendre pour celui d'un dieu. Les fêtes et les banquets rythmaient l'écoulement des jours et des saisons, et les invités accouraient de toutes les cités voisines pour venir écouter Arion. La renommée de la cour de Périandre s'étendait à toute la Grèce. De longues années durant, le roi, plein d'admiration pour son talent, témoigna au poète de la bienveillance et même de l'affection. Mais vint un jour où Arion se lassa de cette vie. Il voulut voir le monde, découvrir d'autres horizons, aller chercher l'inspiration loin de Corinthe, visiter d'autres villes et rencontrer de nouveaux peuples. C'est ainsi qu'il alla trouver Périandre. « Roi, lui dit-il, cela fait maintenant de longues années que tu me prodigues honneur et richesse, et que tu as pour moi les attentions de l'amitié. Mais si les dieux m'ont fait quelques dons, de quelques talents pour le chant et la poésie, c'est assurément à toi que je dois ma renommée dans toute la Grèce, et je t'en suis plus que reconnaissant. Pour tous ces bienfaits, jamais je n'aurai la volonté de te témoigner de l'ingratitude. J'en prends Zeus hospitalier à témoin. Mais il me faut quitter Corinthe aux belles murailles pour voyager et découvrir d'autres cités en Italie ou dans la lointaine Sicile. Le roi marqua sa surprise. Il dit « Arion, tu me vois troublé par ta demande. Ne t'ai-je pas accueilli comme un hôte dans mon palais? Ne t'ai-je pas traité même comme un ami? As-tu quelque chose à me reprocher ou quelqu'un de ma cour t'aurait-il fait du tort? Dis-moi ce qui te chagrine et te force à tout vouloir t'éloigner de moi et de la blanche Corinthe. Va, parle librement. » « Ô roi, répondit Arion, je me réjouis de ton hospitalité et de tes bienfaits. Ton amitié m'honore, et ni toi, ni personne dans ton palais ne m'a fait de tort. Mais hélas, je sens l'inspiration me quitter. J'ai besoin pour la retrouver de partir au loin, découvrir d'autres paysages, d'autres peuples, d'autres beautés. Mais sache que si tu me laisses partir, je te reviendrai bien vite avec de nouveaux chants et de nouveaux vers qui sauront te charmer. Je tirerai pour toi les beautés inconnues des paysages lointains que j'aurai visités et qui t'enchanteront aussi. Je t'en fais le serment. Tu ne te languiras pas longtemps de moi. » Arion, dit le roi, je comprends mieux ton désir, et par ces mots tu as su persuader mon esprit. C'est avec regret que je te laisse t'en aller pour l'Italie et la lointaine Sicile. Mais quel hôte serais-je si je retenais mes invités contre leurs
leur volonté. Et pour te prouver une nouvelle fois mon amitié, c'est l'un de mes bateaux aux solides rameurs qui te conduira au-delà de la mer. Cependant, ne tarde pas trop à rentrer dans la blanche Corinthe. Ne fais pas s'impatienter le roi. Reviens-moi avant qu'une année ne s'écoule si tu m'aimes vraiment. Ainsi, Arion quitta Corinthe aux murailles bien bâties, sur un rapide vaisseau du roi, qui lui fit traverser la mer à la houle pourpre, pour le déposer sur la terre d'Italie. Nombreuses furent les villes qu'il visita: Héraclée, Métaponte, Sybaris, Crotone, la patrie du grand athlète Milon, Locre, Cume et Néapolis, au pied du Vésuve. Partout où il passait, il était accueilli par les rois et les plus riches citoyens. Partout on lui faisait un triomphe et on le couvrait de cadeaux. Il contempla la mer Tyrrhénienne du haut du cap Circé, s'approcha de la bouche des enfers que l'audacieux Ulysse avait visitée, navigua près des îles d'Éole, vit de loin le terrible détroit entre Caribe et Scylla. Il passa en Sicile, où il fut reçu comme un héros à Agrigente, Sélinonte, Gela. À Taormine, il joua dans le grand théâtre, où il fut applaudi par une foule immense. Il observa la nuit les lueurs rougeâtres au sommet de l'Etna, où, dit-on, travaillent les cyclopes, sous la direction du divin Héphaïstos. Le tyran de Syracuse l'accueillit comme un prince dans son palais, et le garda plusieurs décades auprès de lui. Et lorsqu'il le quitta, il lui fit de riches présents, et le fit conduire à Tarente, sur un de ses navires. Près de 2 années s'étaient écoulées. Arion, durant son voyage triomphal, avait oublié la promesse faite à Périandre. Mais en arrivant à Tarente, la plus proche cité italienne de la Grèce, il fut saisi par la nostalgie de Corinthe et de la vie auprès du roi Périandre. Il chercha alors un bateau pour s'embarquer au plus vite vers celle-ci. Son choix se porta sur un solide navire, dont l'équipage était corinthien et retournait justement vers sa patrie. Il s'empressa de faire porter à bord ses coffres remplis de tous les présents qu'il avait reçus lors de son voyage, et le vaisseau à la coque ronde prit bientôt le large. Mais l'équipage était composé d'hommes avides d'or et de butin, et Arion, habitué à être bien accueilli partout, avait mal jugé ces gens de mer. Les marins sans cesse portaient des regards envieux sur les richesses d'Arion, évaluant entre eux ce que la disparition de l'infortuné poète leur rapporterait. Au 3e jour de mer, alors qu'Arion se tenait sur le flanc du navire à contempler le moutonnement des vagues courant sur l'océan, les marins l'entourèrent, le couvrant de leurs regards menaçants. Leur chef s'avança et lui dit : « Tu as bien de la chance, toi, poète, dont le seul mérite est que les dieux t'aient fait cadeau d'une voix mélodieuse. Les belles paroles de tes chants t'attirent la faveur des puissants. Il te prodigue richesse et honneur pour quelques vers bien tournés et quelques accords de ta lyre. Alors que nous, pauvres marins, passons notre vie courbés sur la rame à labourer les océans, transportant des richesses pour d'autres, risquant notre vie sur la mer mauvaise, à la merci de ses caprices et de ses tempêtes. » À ces mots, Arion blêmit, pressentant le malheur qui s'approche. Le marin poursuivit : « Vois comme nous sommes misérables, et comme la fortune que tu nous fais transporter pour nous comme un espoir de vie meilleure.
Mes compagnons et moi-même en avons délibéré, et nous avons décidé de nous emparer de tes richesses et de t'ôter la vie. Car ce n'est que justice que ceux qui peinent toute leur existence puissent un jour retirer les fruits de leur labeur. Cet argent nous sera plus profitable qu'à toi, qui n'a ni épouse qui l'attend, ni famille à nourrir. Car tu es comme un oiseau solitaire au beau plumage qui vole de nid en nid, profitant de la nourriture des autres et du confort de leur foyer. Jamais plus personne n'entendra parler du poète Arion, car c'est au fond des eaux ténébreuses que ton corps reposera, loin du regard des hommes. Arion roula des yeux effrayés autour de lui, comme la biche au fond des bois, cernée par la meute des chiens que le chasseur a lancés sur elle. Il tenta d'adoucir le sentiment des marins en leur adressant ces paroles ailées. Compagnons, mes amis, n'allez pas commettre un acte si cruel au regard des dieux comme à celui des hommes. Si mon champ plaîtant aux mortels, ce sont les muses qui l'ont voulu ainsi, et je ne suis en rien responsable des luxueux présents que l'on me fait. Ces richesses, je veux bien les partager avec vous, et même vous les laisser tout entières si vous me menez sain et sauf jusqu'au rivage de la blanche Corinthe. Cet argent sera en vérité le prix de votre peine pour mon passage sur la mer houleuse. Quelles paroles insensées viennent de franchir le seuil de tes dents, se moqua le chef des marins. Nous crois-tu assez fou pour te laisser la vie et aller rapporter à Périandre notre conception de la justice? Nous préférons encore encourir celle des dieux que celle du roi, qui serait bien plus certaine et bien plus cruelle. D'ailleurs, a-t-on déjà vu des brigands se faire foudroyer par Zeus lorsqu'ils commettent leurs méfaits? À ces paroles impies, l'assemblée des marins éclate d'un large rire, dévoilant leurs dents carnassières, semblables à celles des fauves. Allons, écarte ces pensées de ton esprit, et prépare-toi à quitter le monde des vivants. Déjà, ils tirent du long de leurs cuisses le fer aigu de leurs épées et s'avancent vers l'infortuné poète, pareils à des loups faisant cercle autour de leur proie. Arion, voyant leur visage résolu, est saisi de désespoir et se prépare à s'abandonner à la cruauté des marins. Mais une autre idée le retint. Il dit « J'accepte votre funeste sentence et la mort cruelle que vous voulez m'infliger. Mais laissez-moi une dernière fois revêtir mes habits de scène, prendre ma lyre et chanter pour vous. Lorsque mon chant sera fini, je me précipiterai moi-même dans les eaux sombres de la mer. Vous n'aurez pas ainsi à vous reprocher un crime funeste devant les dieux, et pourrez raconter à vos enfants qu'Arion de Méthymne, célèbre dans tout le monde grec, a chanté pour vous, et combien son chant était mélodieux. » Les marins se concertèrent du regard, et leur chef avança alors vers Arion. Il dit « Nous acceptons ton offre. D'ailleurs, qu'aurions-nous fait de tes habits et de ta lyre? Ils sont bien trop connus dans toutes les cités pour que nous prenions le risque de les vendre et de nous trahir de t'avoir fait un mauvais sort. » Les marins déposèrent alors à ses pieds son coffre de vêtements et sa belle lyre. Arion revêtit sa longue tunique blanche, faite de fils les plus fins et bordée de liserés d'argent que lui avaient offert les archontes de Crotone. Il laça par-dessus une ceinture faite d'un cuir délicatement travaillé et rehaussée par des plaques argentées finement ciselées, qui lui venaient des prêtres d'Apollon, de l'oracle de Cume, pour qui il avait chanté les hymnes sacrés de l'archer divin. Puis, il se drapa d'une belle calmide pourpre, cadeau du tyran de Syracuse, qu'il avait reçu dans son palais sur l'île d'Ortygie, proche de la fontaine d'Aréthusa. Il prit sa belle lyre
et se hissa sur la poupe dominant le navire et son équipage assemblé. Sa main se posa sur les cordes et sa voix s'éleva dans les airs, couvrant le bruit des vagues qui soudainement semblaient s'apaiser, comme si la nature tout entière faisait silence pour écouter une dernière fois chanter Arion de Métime. Il chanta l'hymne sacré du dieu Apollon d'une voix haute et claire en s'accompagnant de la lyre. Ses doigts couraient sur les cordes, comme animés d'une vie propre, et les notes vibraient dans l'air, flottant sur le pont du navire et au-dessus de la tête des marins, rebondissant sur les vagues et s'éloignant dans toutes les directions. L'équipage était saisi par tant de beauté. Ils ne pouvaient plus détacher leur regard d'Arion et de sa lyre. Mais soudain, l'hymne prit fin. Les dernières notes s'évanouirent dans le air. La voix d'Arion se tut, et son bras qui tenait la lyre s'abaissa. Alors, il se laissa basculer par-dessus le flanc du navire dans un tourbillon de voiles blanches et pourpres, et son corps frappa les eaux sombres. Les marins se précipitèrent au bastingage pour regarder s'éloigner la tache colorée que formaient les vêtements d'Arion, flottant autour de sa tête et de ses bras en serrant toujours la lyre. Le navire s'élança rapidement. Comme par l'intervention d'un dieu, le vent avait repris et gonflé la voile, tirant sur les cordages et faisant résonner le mât de craquements sinistres. Arion, désespéré sur son sort, voyait disparaître le navire et ses derniers espoirs d'avoir pu attendrir les marins. Les eaux noires s'étalaient autour de lui, parfois agitées de légers tourbillons. Il entendait dans son dos des clapotements liquides, mais le temps qu'il se retourne, il ne voyait que de légères traces d'écume blanchâtre. À tout instant, il s'attendait à voir juste surgir quelques monstres marins prêts à le happer et l'entraîner pour toujours dans les fonds obscurs de l'océan. Déjà, il sentait des frôlements le long de ses jambes et devinait comme un grouillement qui petit à petit se resserrait autour de lui. Il s'apprêtait à adresser une prière à Zeus Sauveur quand il vit apparaître, crevant la surface, un aileron qui s'approchait doucement de lui. Puis le rostre et l'œil rond d'un dauphin qui le fixait de ce regard étrange et souriant que possèdent ces animaux. Le dauphin se glissa au-dessous de lui et le souleva délicatement, lui offrant le secours de son dos. Arion, toujours à moitié effrayé, saisit malgré tout l'aileron qui se présentait à lui et s'y cramponna d'une main sans lâcher sa lyre qu'il serrait contre lui. D'autres dauphins apparaissaient autour d'eux, les entourant, comme pour les protéger. Puis, lentement, le cortège se mit à nager en direction du levant. Jamais homme ne vit équipage plus singulier. Arion, agrippé à l'aileron de son sauveur, et le groupe des autres dauphins l'escortant et lui ouvrant la route, alors que déjà le char doré d'Hélios s'apprêtait à plonger de l'autre côté du monde. Un voile sombre s'étendait peu à peu sur les eaux houleuses de l'océan. Toute la nuit, le cortège progressa à bonne allure dans l'obscurité. Mais la compagnie bienveillante des dauphins rassurait Arion et lui permettait de supporter le froid, l'inconfort de sa position et la peur du gouffre noir qui s'étendait au-dessous de lui. Enfin, l'aurore aux doigts de rose toucha l'horizon lointain. La silhouette familière du cap Ténare se découpait dans l'aube naissante.
Arrivés aux abords d'une crique, les dauphins arrêtèrent leur course et se rapprochèrent doucement du rivage. Arion se détacha de son sauveur en lui caressant une dernière fois les flancs. Il se hissa, meurtri et brisé de fatigue sur la grève, ses vêtements déchirés et souillés par la mer, sa lyre brisée dont les cordes pendaient lamentablement serrées contre son corps. Il adressa un salut de la main au cortège de ses sauveteurs miraculeux qui s'éloignaient déjà. Le poète se redressa alors, étendit ses mains vers le ciel azuré et remercia les dieux en leur adressant cette prière. Ô Zeus, Père des dieux, et vous tous, immortels sur l'heureux Olympe, si vous me permettez de terminer mon voyage, je vous promets de vous offrir un bœuf gras et une génisse à la robe sans tache lorsque je serai de retour dans la belle Corinthe, aux murailles bien bâties. C'est trempé, et dans un état misérable qu'il entama le chemin de retour vers Corinthe la Blanche, quémandant sur la route un peu de pain et un abri pour la nuit. Souvent, on lui offrait volontiers quelque nourriture et l'asile d'une bergerie, car les hommes justes savent que Zeus protège les faibles et les mendiants, et qu'il est sage de les accueillir. Mais parfois, c'est à coups de pierre qu'il était reçu par des méchants, et il devait alors se contenter de quelques fruits glanés sur le chemin et du feuillage d'un olivier pour tout refuge. En arrivant près de Corinthe, les gens sur la route le dévisageaient étrangement, mais ne pouvaient reconnaître l'illustre poète sous cet aspect de mendiant aux vêtements déchirés et qui portait en bandoulière sa grande lyre brisée. Mais en arrivant aux portes de la cité, les gardes, se souvenant des traits de son visage, s'approchèrent de lui et lui dirent « Arion, est-ce bien toi sous cette apparence si misérable? Que t'est-il arrivé? Qui t'a fait du tort, étant cet état aussi lamentable ?» Arion ne put que répliquer « Conduisez-moi auprès du roi, afin que je lui conte mon histoire. » Le roi tenait audience dans une vaste salle aux nombreuses colonnes. Quand il vit Arion à s'avancer, il prit un air courroucé et dit « Te voilà donc enfin, car cela fait plus d'une année que tu aurais dû te présenter à moi. Pourquoi cet aspect de mendiant? Cherches-tu à exciter ma pitié? Viens-tu me quémander de nouveaux présents, toi qui as dédaigné le roi en n'honorant pas ta promesse? Parle! Dis-moi des paroles sensées qui apaisent ma colère. » Roi, dit Arion, je suis fautif de mon retard, il est vrai. Nombreux sont les souverains et les archontes des cités qui m'ont retenu auprès d'eux. Et le tyran de Syracuse, le dernier de mes hôtes, répugnait à me laisser retourner vers la blanche Corinthe. Mais si je me présente à toi avec cette apparence si misérable, c'est que des rusés marins d'un vaisseau de Corinthe sur lequel je revenais vers toi m'ont forcé à me jeter dans l'océan à la houle pourpre. Ils ont dérobé toutes mes richesses et nombreux présents que je ramenais d'Italie et de la lointaine Sicile, me laissant seulement le droit de chanter une dernière fois pour eux avant de disparaître au fond de la mer. Mais par chance, ou par l'intervention d'un dieu, ma musique a séduit une bande de dauphins qui m'ont secouru et transporté sur leur dos jusqu'au cap Ténare. De là, je suis venu à toi, sans prendre de repos et dans l'état où j'étais lorsque j'ai regagné le rivage. Périandre, furieux, répondit « Et tu crois me convaincre avec une fable pareille? Des dauphins t'auraient sauvé? Et ce sont des marins de mes propres navires que tu accuses de t'avoir volé et précipité dans l'océan? Je ne puis te croire et vais te faire tenir sous bonne garde en attendant de connaître la vérité. » Le roi était courroucé par les propos d'Arion, mais il rumina quelques ruses qui pourraient lui apprendre la vérité. Il fit tenir secret le retour d'Arion et surveiller le port par ses gardes. À peine une journée s'était écoulée
on le prévint qu'un navire en provenance de Tarente venait d'arriver. Il fit venir à lui des marins, et lorsqu'ils se présentèrent, le roi leur fit des sourires enjôleurs pour qu'ils ne se méfient pas, et leur demanda d'un ton léger s'ils avaient eu des nouvelles d'Arion lorsqu'ils étaient en Italie. Roi Périandre, lui en dirent-ils, Arion se porte bien, nous l'avons vu dans la cité de Tarente. Il est riche, comblé d'honneurs et de cadeaux. Partout où il se rend, les puissants de toutes les cités d'Italie veulent le voir séjourner dans leur palais. À ces mots, le regard du rusé souverain se glaça. D'un geste de son sceptre au bois clouté d'argent, il fit paraître Arion dans ses habits déchirés, sa lyre brisée à la main, tel un spectre revenu de l'Hadès. Les marins stupéfaits roulaient des yeux effrayés, et, convaincus de leur crime, se précipitèrent tel un troupeau bêlant aux pieds du roi, en gémissant pour implorer sa pitié. Le roi se leva alors de son trône, et sa voix s'éleva comme le tonnerre dans la grande salle. Il dit « Comment avez-vous osé porter la main sur un hôte et ami du roi ? Quel acte impie avez-vous commis envers les dieux et envers moi ? Pensiez-vous tenir secret un pareil crime et échapper à ma juste colère ? Je jure, par ce sceptre, qu'avant que le char d'Hélios n'ait franchi l'horizon, vous aurez senti passer la justice du roi et reçu votre châtiment. » À ces mots, les gardes firent refluer de la pointe aiguë de leurs piques le troupeau apeuré des marins, leur échine courbée comme celui d'animaux que l'on conduit au sacrifice. Le roi, satisfait de que sa ruse lui ait fait découvrir la vérité, pardonna à Arion sa longue absence, et pour se faire pardonner lui-même de ne l'avoir pas cru, il le reprit auprès de lui et lui fit retrouver son rang. C'est ainsi qu'Arion resta encore longtemps auprès de Périandre, le charmant par de nouveaux poèmes et de nouveaux chants, couvert d'honneurs et de présents. On dit aussi que c'est depuis ce temps que l'on peut admirer une statue de bronze sur le promontoire du Cap Ténare, représentant un dauphin portant un homme sur son dos, le témoignage de reconnaissance d'Arion au dauphin qu'il avait sauvé d'une mort certaine.